Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour l'interview sur Info TV. Elle a toujours fait preuve d'une incroyable force de combat et n'a rien lâché malgré les obstacles. Comment garder goût en la vie lorsque l'on est amputé d'une jambe à 16 ans suite à un accident de la route? Comment ne rien abandonner et poursuivre son chemin lorsqu'une épreuve vient chambouler notre vie? Marie-Amélie Le Fur, qui est aujourd'hui notre invitée, a fait de sa vie un rêve. C'est en tout cas le nom de son autobiographie. Elle nous accueille ici à Blois, dans le Loir-et-Cher, département qui l'a vu naître. Bienvenue à vous. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici chez vous à Blois, dans le Loir-et-Cher. Alors vous êtes originaire plus précisément de Vendôme, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de là où nous sommes justement. Comment s'est passée votre enfance dans le Vendômois? Alors mon enfance dans le Vendômois s'est très bien passée. J'ai grandi avec mes parents, aux côtés d'une grande sœur, un entourage familial très proche, très aidant. C'est d'ailleurs grâce à ma sœur que j'ai découvert l'athlétisme à l'âge de 6 ans, puisque c'est pas par vocation que je me suis tournée vers ce sport-là, c'est vraiment elle qui m'a guidée vers cette aventure, des parents derrière qui m'ont encouragée à continuer. Et une très belle enfance, une scolarité très classique et surtout l'amour d'un territoire, l'amour d'un département, l'amour de la ruralité et de la facilité d'accès à tout ce que j'aime, c'est-à-dire la nature et le sport. Donc vous en gardez un bon souvenir? J'en garde un bon souvenir et c'est pour ça qu'il a été impossible de me déraciner puisque ça fait 34 ans que je vis dans ce département et que je n'ai pas prévu d'en partir. Alors Marie-Amélie, votre enfance, ou plutôt votre adolescence, a été marquée par un accident de scooter. Vous aviez 16 ans. Après 3 jours d'hospitalisation, vous êtes amputée au niveau tiers inférieur gauche, c'est-à-dire en dessous de votre genou de la jambe gauche. Comment vous avez perçu cela? Comment, très concrètement, quelle a été votre réaction en fait, quand on vous a annoncé cela? Alors en fait, pour comprendre l'acceptation psychologique, on va le dire comme ça, du moment de l'amputation, il faut revenir en fait au moment de l'accident. Et ce qui s'est passé sur ces 3 premiers jours, comme vous l'avez très justement dit, entre le moment où j'ai eu l'accident et le moment où j'ai été amputée. Et en fait, pendant 3 jours, les médecins me dressaient un tableau qui était très négatif, en me disant que la jambe était très abîmée, qu'ils ne savaient pas si je remarcherais un jour, que je ne referais jamais de sport et que potentiellement j'aurais tellement mal qu'un jour je demanderais à être amputée. Pour autant, leur ambition à eux, parce que c'est le rôle des médecins, c'était de sauver cette jambe-là. Et finalement, quand au bout de 3 jours, il s'est révélé qu'ils n'arrivaient pas à sauver ma jambe et qu'ils m'ont annoncé l'amputation, et ben pour moi, ça a été un soulagement. Ah oui. Un soulagement parce que ça fixait la situation dans le temps, parce que ça me retirait cette douleur et surtout parce que je l'avais découvert 1 an auparavant grâce au championnat du monde d'athlétisme à Paris. Je savais que si je portais une prothèse, je savais que si j'étais amputée, un jour je pourrais recourir. Donc c'est vraiment en fait, à cette ambition, à ce moteur de vie qui était le sport pour moi à l'époque, que l'on s'est rapproché avec ma famille, avec mon entourage. Et puis très vite, la prise de conscience que oui, j'allais être handicapée à vie, oui, ce qui nous arrivait, c'était dramatique, mais finalement, il y avait encore plein de belles choses à faire. Et surtout, ce qui comptait le plus pour moi, c'est-à-dire mes proches, ma famille, mes amis, et tout ça, en fait, l'accident ne l'avait pas changé. Voilà. Donc c'est se raccrocher finalement à tout ce qu'il est encore possible de faire, à tout le positif et pas chercher à vivre dans le passé et surtout ne pas se fixer des limites liées à cet accident. Et justement, après cet accident, il y a eu votre reconstruction. Dans votre site internet, vous nous présentez Cyril Niveau, votre entraîneur d'athlétisme de l'époque, et pompier professionnel également, un métier dont vous aviez quelques envies, il me semble, ainsi que Emmanuel Janus, lui aussi pompier professionnel. C'est eux qui vous ont accompagné dans votre rééducation. Ils ont beaucoup compté pour vous, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Effectivement, la présence de Manu et de Cyril a été... je ne sais même pas comment le qualifier. C'est à la fois une présence qui a été incroyable et indispensable en fait, pour ma reconstruction. Parce qu'on s'était engagé effectivement dans un projet un peu fou qui était de se reconstruire au travers du sport, parce que c'est ce que j'aimais, parce que c'est là où je me sentais bien, parce que ce sport, ça m'a permis véritablement de me réapproprier mon corps, mes propres limites,
et non pas celle que la société essayait de me fixer. Parce que c'était vraiment ce qui était très compliqué au début de l'accident et ce sur quoi on s'est battu avec les pompiers, avec Cyril, avec Emmanuel, avec mes parents, avec ma sœur. C'était de pas rentrer dans ces cases en fait qu'on attendait, dans ces cases et dans cette étiquette qu'on vous fixe quand vous êtes en situation de handicap. Et finalement de vivre notre propre vie. Et grâce à Cyril et Emmanuel, en fait, une fois sortis du centre de rééducation, et ben eux, ils ont continué à faire ma reconstruction par le sport, en piscine, en athlétisme. Et puis, ils y connaissaient pas grand-chose au handicap, mais ils se sont documentés, ils m'ont accompagnée. Les pompiers ont mené une campagne aussi de vente de t-shirts, ce qui m'a permis de m'acheter mes premières prothèses et donc totalement de lever en fait la contrainte financière pour accéder à du matériel. Et donc voilà, et vraiment la place du sport, elle a été indispensable parce que grâce à ça, en fait, je l'ai dit, j'ai pu me réapproprier mes propres limites, j'ai pu comprendre comment fonctionnait mon corps, j'ai pu véritablement appréhender comment cet handicap avait modifié mes capacités et en fait très vite comprendre que je pouvais encore faire énormément de choses. Alors les médecins, vous avez conseillé d'attendre 1 an à peu près avant de reprendre l'athlétisme. Vous n'avez tenu combien de mois à peu près 4 mois. 4 mois, voilà. À l'occasion du tournage d'un téléfilm, Celle qui reste. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné l'énergie, la force surtout, puis le courage de reprendre? Et en fait, 2 jours après l'accident, je dis à mes parents que moi un jour j'ai envie de recourir, que c'est mon ambition, c'est mon envie. Je parle pas de compétition, je parle pas de devenir championne paralympique à l'époque, simplement de recourir. Et mes parents, comme ils sont à peu près aussi fous que moi, parce que Manu et Cyril, comme c'est des personnes qui sont d'une empathie extraordinaire, et finalement ils ont cru dans ce projet-là. Et puis derrière, en fait, on a tous commencé à chercher un petit peu, voilà, c'était quoi l'handisport, comment on faisait pour courir, quel matériel il y avait besoin. Et donc on commence à se documenter sur ça. Et puis un jour, je suis au centre de rééducation et puis je suis convoquée par le médecin. Donc je monte le voir et il me dit voilà, on a été contacté par une réalisation de film et en fait il cherche un profil de jeune fille qui correspond totalement à ton profil et en fait l'histoire du téléfilm était ni plus ni moins ma propre histoire. Donc c'était pas voulu, c'était vraiment un concours de circonstances. Et là où le destin est allé vraiment encore plus loin, si on peut le dire comme ça, c'est que le même jour, ma maman est appelée par la Fédération française handisport qui lui fait la même proposition, de tourner dans ce téléfilm. Donc à un moment, on se dit, bon, oui. Là, il y a un signe. Moi, je ne suis pas comédienne et pour autant, on va faire ce tournage-là. Donc je passe le casting et en très bonne comédienne, je ne suis pas prise pour le rôle parce que c'est pas mon métier, parce que je suis pas faite pour ça. Mais en fait, mon histoire, mon parcours de vie touche la réalisatrice. Et je me retrouve effectivement en tant que doublure. Et vraiment, ce téléfilm, en fait, il a été extraordinaire pour moi parce qu'en fait, ça a accéléré les choses, ça a accéléré l'obligation de refaire du sport, ça a facilité l'accès au matériel, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça a été compliqué parce qu'en fait, les médecins trouvaient que ça allait trop vite, trouvaient que c'était trop tôt. Et on a eu beaucoup de mal à faire accepter ça, à tel point qu'au bout d'un moment, en fait, de recevoir tous ces refus, et moi j'ai commencé à douter et finalement à me demander si j'étais pas dans un total déni de la situation, si en fait je me mettais pas totalement des œillères. Et puis je me suis posé cette question à maintes et maintes reprises et finalement force est de constater que j'avais juste très vite accepté et que j'avais besoin d'aller plus vite que ce que les codes nous imposaient parce que c'était mon mode de fonctionnement et parce que moi j'avais besoin d'aller de l'avant là où d'autres personnes avaient besoin d'un peu plus de temps. Et justement, vous parliez de ces codes, on va reparler dans quelques instants des Jeux paralympiques auxquels vous avez participé, mais vous pensez que le handisport en général, on lui donne pas assez de place, il n'a pas assez de mérite dans notre société par rapport au monde sportif qui n'est pas handisport? Vous pensez ça franchement? Il y a 2 choses en fait sur le handisport. Effectivement, je pense que si on part sur le champ du mérite, bien évidemment, les sportifs paralympiques mériteraient beaucoup plus de médiatisation, de reconnaissance de leur performance, de leur parcours de vie, de la façon dont ils s'entraînent, être véritablement reconnus comme des athlètes de haut niveau. Ça, c'est la première chose sur la question du mérite. Mais il y a aussi un déficit de visibilité des parasports, du handisport, loisirs. Et finalement tout simplement de la place que devrait prendre le sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est malheureusement encore trop peu connu, trop peu reconnu et trop peu accompagné. Et c'est finalement un des combats de mon quotidien maintenant, c'est de faire en sorte que ce sport, il rentre beaucoup plus dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap.
parce que ce sport, pour moi, il a été une révélation de mes compétences, de mes capacités. Il m'a permis d'affronter le regard des gens, il m'a permis de garder confiance en moi et finalement d'affronter les épreuves du quotidien. Et c'est pour ça que voilà, on estime que si plus de jeunes, si plus de personnes en situation de handicap faisaient du sport, eh ben, ils seraient plus à même de vivre pleinement leur vie en tant que citoyens français. Et c'est justement ça votre rôle de présidente du comité paralympique et sportif français, porter la voix de ceux que l'on entend très peu? Bah c'est porter la voix effectivement de ces sportifs qu'on entend trop peu, c'est porter haut et fort le besoin d'accompagner un petit peu plus ces différentes fédérations qui souhaitent développer une offre sportive adaptée aux personnes en situation de handicap. C'est favoriser la mise en réseau et en relation des différents acteurs. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, notamment sur les territoires, qui veulent œuvrer pour développer la pratique sportive. Mais comme chacun le fait dans son coin, sans connaître les autres acteurs, sans savoir ce que font les autres acteurs, sans savoir ce que sont les autres projets sur le territoire, et ben, c'est des projets qui n'ont pas une ampleur ou une mesure suffisante. Et si finalement les acteurs étaient plus amenés à se rencontrer, à travailler ensemble, et ben on ferait des projets qui seraient plus grands, qui seraient plus impactants et qui serviraient encore plus la cause des personnes en situation de handicap. Alors Marie-Amélie, cette force de combat dont vous avez fait preuve après votre accident, elle ne vous a jamais quitté durant votre carrière sportive. Championne de France du 200 mètres, championne du monde jeune du combiné 100 mètres, 200 mètres et 800 mètres. 3 médailles d'argent au championnat du monde aux Pays-Bas, 2 médailles d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo. Je n'ai pas tout cité. Quel palmarès? Ouais, un très beau palmarès. Je dois avouer que je suis fière de ça, mais vous pouvez l'être. Ce qui me, c'est gentil. Ce qui me rend fière, c'est le chemin parcouru en fait. C'est ce que racontent les médailles. C'est les rencontres que ça m'a amené à faire, c'est la façon dont j'ai appris, la façon dont j'ai réussi, la façon dont j'ai échoué, parce qu'il n'y a pas eu que des réussites dans ce parcours-là, il n'y a jamais que de la réussite dans la vie. Voilà. Mais voilà, c'est toutes ces valeurs en fait au travers duquel j'ai grandi, et vraiment voilà ce que je retiens de ce parcours, qui est un parcours de sportive en situation de handicap, c'est les rencontres magnifiques que ça m'a permis de faire. Et de découvrir des milieux extraordinaires, de faire de la télé, de voyager dans le monde entier. Voilà. C'est toutes ces opportunités-là et finalement que la médaille, qu'elle soit de bronze, d'argent ou d'or, encore une fois, c'est pas sa couleur qui est le plus beau, c'est l'histoire qu'elle raconte et toutes les années de travail que ça a nécessité de ma part, mais aussi de la part de toutes les personnes qui m'ont toujours accompagnée, encouragée et aidée parce que je ne me suis pas construite seule, je me suis construite avec tout ton entourage, avec toute une équipe qui a été présente au quotidien, qui m'a supportée dans mes qualités, mais aussi dans mes nombreux défauts. Et ce n'était pas simple au quotidien. Donc voilà, ce palmarès, c'est totalement à eux que je le dois. Et vous parliez d'échec, de réussite, vous pensez justement qu'il est plus difficile aux athlètes handisport de réussir, en tout cas de se faire un nom ou par rapport aux sportifs non handisport, justement? Disons que ça prend énormément de temps, effectivement, pour être reconnu dans le mouvement paralympique. Mais c'est le cas, en fait, pour énormément de sports qu'on appelle les sports mineurs. Se construire une carrière en canoë-kayak, en planche à voile, n'est pas forcément plus simple parce que, tout comme les sportifs paralympiques, vous bénéficiez d'une médiatisation uniquement tous les 4 ans. Oui. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est compliqué de se faire repérer, c'est compliqué d'être entouré, c'est compliqué de faire appel à des sponsors. Et on sait très bien que le parasport coûte cher parce que ça nécessite du matériel, parce que ça nécessite des déplacements, parce que ça nécessite de faire des compétitions. Donc l'enjeu, effectivement, de demain, c'est de favoriser une meilleure reconnaissance, une meilleure médiatisation des sportifs paralympiques en dehors des Jeux paralympiques, mais aussi de faire en sorte que les pouvoirs publics gomment le surcoût financier que cela représente de faire du sport quand on est en situation de handicap, que ce surcoût il soit lié à des questions matérielles, à des questions de transport ou à des questions humaines. Voilà, donc c'est aussi comment demain on met en œuvre les changements nécessaires pour faire en sorte que on ait beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui puissent pratiquer du sport. Et derrière, si on a plus de développement de la pratique, on aura plus de champions paralympiques, on aura plus de médiatisation, on aura plus de médailles. Voilà. C'est un cercle vertueux. Et alors Marie-Amélie, en septembre dernier, suite aux Jeux paralympiques de Tokyo, initialement prévus en 2020, mais décalés d'1 an dû au Covid, vous avez mis fin à votre carrière. Pourquoi ce départ à la retraite? Parce que j'ai 33 ans. Enfin, j'avais 33 ans à l'époque de Tokyo. Parce que je suis fatiguée, parce que mon corps est fatigué,
parce que ma vie a terriblement changé. Je suis devenue maman, je suis présidente du comité paralympique et sportif français et j'avais envie de passer à autre chose. Et aussi tout simplement parce que je prenais beaucoup moins de plaisir à m'entraîner, à partir en compétition, à partir loin de ma famille et que je me retrouverais aussi un petit peu moins dans les méthodes et dans l'humain de l'équipe de France. Voilà. Donc il était temps pour moi de laisser la place à la jeune génération, de les laisser faire leurs armes, de les laisser maintenant, eux, s'exprimer et gagner des médailles. Je pense que j'ai fait mon temps et que j'avais tout simplement envie de passer à autre chose. Et est-ce que vous pensez justement que vous auriez eu toute cette carrière sportive avec autant de palmarès, une carrière aussi poussée si vous n'aviez pas eu votre accident ? C'est une question qui est très dure parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi la vie est faite, on ne sait jamais les choix qui vont se présenter à nous. Vous m'auriez posé la question il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé devenir présidente du comité paralympique en 2018. Donc la vie, c'est aussi la beauté de la vie en fait, c'est d'être des fois confronté à des choix, d'être des fois confronté à des difficultés qui nous ouvrent des opportunités extraordinaires. Ça a été pour moi le cas de l'accident, ça m'a enlevé la possibilité d'être un jour sapeur-pompier professionnel, mais derrière ça m'a ouvert l'opportunité de découvrir le monde du handicap, qui est un monde extraordinaire dans lequel j'ai fait les plus belles rencontres de ma vie, si ce n'est celle de mon mari que j'avais rencontré avant. Mais voilà, j'ai fait des rencontres véritablement extraordinaires dans le monde du sport, dans le monde du handicap, et ce sont ces rencontres qui ont changé ma vie. Après les Jeux paralympiques donc, de Tokyo, vous revenez des Jeux paralympiques de Pékin, qui étaient du 4 au 13 mars, c'est presque tout frais. Vous y êtes allée donc en tant que présidente du comité paralympique et sportif français. Qu'est-ce que vous y avez vécu là-bas? Comment c'était? C'était pour moi une très très belle expérience. En fait, d'être de l'autre côté de la barrière, c'est extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le vivre un petit peu à Tokyo sur la deuxième semaine. Oui. J'avais déjà pris ma casquette de présidente. Mais là, voilà, j'y allais en fait détachée de toute pression parce que c'était pas à moi de concourir. Et la possibilité d'être aussi proche des athlètes, du staff, d'échanger avec eux, d'échanger sur ce qui se passe bien, sur ce que sont leurs difficultés au quotidien. Bah déjà, et d'une, on se souvient pourquoi on passe tant d'heures au quotidien en tant que présidente du comité paralympique à défendre leurs intérêts au plus haut niveau de l'État. Derrière, ça permet aussi de mieux conceptualiser leurs difficultés et ce qu'on doit faire pour que demain, ils soient toujours plus en capacité de performer. Donc voilà, donc c'était une aventure humaine extraordinaire. C'est aussi un moment où on a l'occasion d'échanger avec d'autres présidents de comités paralympiques à l'international, de comprendre comment les autres pays sont structurés, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Donc c'est vraiment des moments qui sont très enrichissants, très épanouissants. Et après, moi, j'ai trouvé ces Jeux très bien organisés. Oui, on était en bulle sanitaire. Oui, on avait un test quotidien. Mais finalement, ça fait partie de notre lot de sportifs ou d'institutionnels dans le sport depuis quelques années. Et ces Jeux étaient vraiment très, très bien organisés et permettaient en tout cas aux sportifs d'être en capacité de performer. Et quand vous avez vu justement, vous étiez donc, vous le disiez, de l'autre côté de la barrière, quand vous avez vu ces athlètes courir, vous n'avez pas eu un peu envie de les rejoindre? Pas eu sentiment de frustration? Alors non, parce que je sais très bien que je ne suis pas douée pour les sports d'hiver. Ah oui, mais oui, c'est vrai, c'était les Jeux paralympiques d'hiver. Mais en fait, ce que j'ai découvert à Tokyo, et ce qui m'a vraiment en fait confortée dans le fait de prendre ma retraite, c'est que je vibrais autant à les regarder faire leur compétition qu'à moi-même être sportive de haut niveau. Et là, en fait, j'ai compris que c'était le moment. Que c'était le moment de prendre ma retraite parce qu'en fait, j'arrivais autant à vibrer en les regardant que moi en pratiquant. Voilà. Donc, j'ai besoin de continuer à faire du sport, j'ai besoin de continuer à m'épanouir en pratiquant régulièrement du sport. Mais en fait, aux Jeux de Tokyo, aux Jeux de Pékin, j'ai vibré derrière les athlètes. Au bout d'une journée à Pékin, je n'avais plus de voix tellement j'ai hurlé parce que j'étais dedans, parce que je mesure ce que c'est d'être un athlète de haut niveau, je mesure la difficulté que c'est de gagner une médaille et l'importance que c'est de rentrer aussi de ces Jeux avec une médaille. J'ai des athlètes expérimentés qui m'ont fait vibrer, j'ai des jeunes athlètes qui m'ont aussi transmis beaucoup d'émotions. J'ai aimé leur maturité, j'ai aimé la façon dont ils se sont comportés sur les pistes et dans les zones mixtes auprès des médias. Voilà, donc c'est aussi tout ça que je découvre et moi je suis fière en fait des sportifs paralympiques qui composent nos équipes de France d'été et d'hiver actuellement. Alors, toute autre chose, Marie-Amélie, il y a 3 ans, vous avez sorti votre autobiographie aux éditions Plume d'éléphant. Vous lui avez donné comme titre « Fais de ta vie un rêve ». Qu'est-ce que cette phrase signifie pour vous et pourquoi l'avoir choisie? Alors cette phrase, c'est une phrase qui m'accompagne depuis le tout début de mon accident. C'est une phrase en fait qui m'a été proposée par Emmanuel Janus. On l'a cité tout à l'heure. Voilà, Emmanuel qui est pompier, qui m'a accompagnée au tout début de ma reconstruction par le sport.
Et en fait, quand on a fait la campagne de vente de t-shirts pour les pompiers, on souhaitait trouver une phrase d'accroche. Et en fait, Emmanuel nous a proposé cette phrase de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité ». Et en fait, tout simplement, cette phrase, elle faisait écho à ce qu'on ambitionnait de faire, mais en fait, elle fait tout simplement écho à ce que j'ambitionne de faire de ma vie, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition, d'avoir des rêves, mais surtout derrière, de me donner les moyens d'y arriver, de les réaliser. Et surtout, le message que j'aime transmettre, c'est en fait, peu importe si on réalise ce rêve, peu importe si on atteint ces résultats, le simple fait d'avoir cherché à les réaliser, et ben, c'est des apprentissages, c'est des rencontres, et c'est finalement une capacité à grandir et à faire de très belles choses dans l'avenir. Donc, vous avez fait de votre vie un rêve? En tout cas, j'essaie au quotidien de faire de ma vie un rêve. Alors, Marie-Amélie, il y a un engagement qui vous tient aussi à cœur, c'est parler du handicap dans les écoles, sans tabou, à travers des interventions. Comment vous y procédez? Qu'est-ce que vous voulez que, une fois que vous êtes parti, les enfants retiennent de vous? En fait, c'est effectivement, je me suis engagée dans cette voie-là. Ça a été mon premier engagement, on va dire, à l'échelle associative, c'est d'aller à la rencontre des enfants durant leur cycle scolaire, sur proposition des écoles, pour leur parler de mon parcours de vie, pour leur parler du handicap, pour leur parler du sport. Et c'est marrant parce qu'encore ce matin, j'étais dans une école où j'ai rencontré les enfants du CP au CM2 pour leur parler de tout ça. Et il y a plusieurs messages essentiels. Le premier, c'est l'importance de faire du sport au quotidien, quand on est un enfant, quand on est un adulte, parce que le sport, c'est un facteur d'émancipation individuelle, mais c'est aussi un facteur d'émancipation collective, où on apprend le vivre ensemble, où on apprend les règles, où on partage des valeurs. Donc ça, c'est la première des choses que je souhaite leur transmettre. Et la deuxième, c'est l'acceptation de la différence, de la diversité, le regard que l'on doit porter ou non sur la personne en situation de handicap, en fait, faire du handicap un non-sujet pour eux, tout simplement quelque chose, voilà, une forme de normalité dans la différence, tout comme on est différents les uns des autres. Voilà. Donc malheureusement, avec mon poste de présidente, c'est quelque chose que je fais de moins en moins parce que ça rentre plus dans le planning et que je déteste reporter des interventions qui étaient prévues. Mais quand je peux avoir ces petites parenthèses enchantées de temps en temps, voilà, c'est vraiment avec grand plaisir que je le fais parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Et si demain, on a des managers qui n'ont pas peur du handicap, qui sont sensibilisés. Si demain, on a des architectes qui pensent handicap quand ils pensent les bâtiments, ça veut dire que l'accessibilité, elle sera universelle. Voilà. Donc, c'est finalement poser comme ça, semer des petites graines sur le champ du handicap dès le plus jeune âge pour faire en sorte que demain, ce soit des adultes avertis qui n'ont plus peur de la différence. Et si vous aviez un message à faire passer justement à toutes ces personnes en situation de handicap qui souhaitent se lancer dans le sport, pas forcément l'athlétisme, mais le sport en général, quel serait votre message? Plus généralement, et je pense qu'au-delà du sport, c'est de ne pas se fixer de limites quand on est en situation de handicap. En tout cas, de ne pas se fixer des barrières qui sont celles que l'on imagine parce qu'on a tel ou tel handicap. Voilà, c'est de continuer à rêver, de continuer à avoir de l'ambition et derrière de se mettre en ordre de marche pour réaliser cette ambition-là. Et encore une fois, quand bien même on n'y arrive pas, on va faire des rencontres qui vont changer de notre vie. Donc voilà, cultivons ce rêve au quotidien, cherchons à avoir de l'ambition et n'ayons pas peur de la situation de handicap, ne cherchons pas à la cacher parce que finalement ce handicap c'est une richesse de vie. En tout cas moi je le pense comme ça m'a permis de faire des choses extraordinaires. Je sais que j'ai un handicap qui est facile, qui est facile à vivre au quotidien. Ce n'est pas le cas de toutes les formes de handicap, mais toutes les formes de handicap sont des sources d'inspiration et d'apprentissage au quotidien qu'il faut savoir valoriser aussi auprès de la société. Eh bien, c'est sur ces quelques mots que nous allons nous quitter. Marie-Amélie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour cette très belle leçon de vie que vous nous avez donnée. Vous êtes pleine d'ondes positives et on en a bien besoin en ce moment, en ces temps assez particuliers. Toute la rédaction d'Info TV se joint évidemment à moi pour vous souhaiter le meilleur. Merci encore. Merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous d'ici 2 mois pour une prochaine interview. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter, @groupeinfotv. Très bel après-midi et très bon week-end à vous.